Donc, comment on peut utiliser cette équation d'Anderson dans l'étude de l'équilibre acido-basique? Tout simplement, si on prend le cas de l'acide carbonique qui se dissocie et libère les ions H+, plus les bicarbonates, donc l'équation d'Anderson va s'écrire ainsi. Donc, c'est toujours le pH qui est égal au pK de cette équation, plus log de la concentration de la base, qui est ici représentée par les bicars, sur la concentration de l'acide carbonique, qui est la partie acide. Donc, on a transformé ici, on a utilisé la place de l'acide carbonique qui est égal à A, qui est le coefficient de solubilité du gaz qui est sur le CO2 multiplié par la pression partielle du CO2 pour la remplacer dans l'équation finale. Donc, pour étudier l'équilibre acido-basique, le pH permet de dire s'il s'agit d'une acidose ou d'une alcalose. Pour connaître l'origine métabolique ou respiratoire, il faut voir les variations de ces deux constantes, c'est-à-dire des bicarbonates de la base et de la pression partielle en CO2. Bien sûr, comme vous le voyez, la première constante bicarbonate, c'est une composante donc basique, donc elle est d'origine métabolique, donc elle va étudier la fonction rénale, donc elle est liée directement à la fonction rénale, alors que la deuxième constante, qui est la pression partielle en CO2, c'est une composante acide, donc elle est d'origine respiratoire, c'est la pression partielle en CO2, donc elle est liée à la fonction pulmonaire. C'est ainsi qu'on peut dire s'il s'agit d'acidose métabolique, d'alcalose métabolique ou d'acidose respiratoire ou d'alcalose respiratoire. Donc les systèmes tampons. Donc on a vu quel est le rôle exact d'un système tampon. Mais il y a plusieurs systèmes tampons dans notre organisme. Il y a les systèmes tampons intracellulaires et il y a les systèmes tampons extracellulaires. Les systèmes tampons intracellulaires sont représentés surtout par les systèmes protéines-protéinates, par les ions phosphates et par l'hémoglobine, oxyhémoglobine. Alors que les systèmes tampons extracellulaires, on retrouve le système tampon acide carbonique bicarbonate, le système tampon phosphate et les tampons protéines. Donc, on va voir certains systèmes tampons de l'organisme. On va commencer par le système tampon acide carbonique bicarbonate. Ce système, c'est le système le plus important des systèmes tampons plasmatiques en fait. Il représente 25 à 30 millimoles par litre. Il est considéré comme un système ouvert, il ne sature pas. Par exemple, si on prend le cas, si il y a une agression acide, donc elle va réagir avec le bicarbonate, donc le sens de la réaction, pour donner du CO2. Et ce CO2, il est considéré comme un acide volatile, donc il va être éliminé rapidement par le poumon. Inversement, lorsqu'il y a une agression par une base, donc la réaction va aller avec le CO2 pour donner du bicarbonate. Donc on aura la baisse du CO2 et elle est compensée par sa production continuelle. Deuxième caractéristique de ce système tampon, il agit en étroite collaboration avec le tampon hémoglobine-hémoglobinate. Troisième point, ce système tampon est sur le contrôle des poumons et de reins. Donc vu que il y a dans la réaction, production dans un sens des bicarbonates ou du CO2. Donc le CO2, comme vous le savez, lorsqu'il est produit, il est éliminé par le poumon et les bicarbonates peuvent être éliminés par le rein en cas d'excès de production. Le deuxième système tampon, c'est le système protéine-protéinate. Aussi, c'est un système qui il a une action de lutte contre l'acidose. Et le pouvoir tampon des protéines est dû à leurs différents groupements constitutifs. Donc, il y a des résidus ou des acides aminés qui sont basiques, il y a des acides aminés qui sont acides. Et les acides aminés basiques, exemple, on a l'arginine, l'ornithine, la lysine, ils permettent de lutter contre l'acidose en fixant un proton. En fixant un proton sur les fonctions amines de ces groupements aminés, c'est-à-dire on va passer du NH2+, à NH3+. Au contraire, les acides aminés acides, tels que l'acide aspartique ou l'acide glutamique, qui permettent de lutter contre l'alcalose. Comment? En libérant un CO2, plutôt qu'en libérant un proton. Donc, à partir de leur groupement carboxylique, COH,
ils vont libérer un H+ pour se transformer en un CO-. Le système phosphate, donc vu que sa concentration elle est faible, donc il est considéré comme le système tampon qui a un rôle plasmatique mineur. Donc il a un rôle au niveau plasmatique qui est négligeable. Donc, vu que le système tampon des bicarbonates, il joue un rôle non négligeable à l'intérieur des globules rouges, donc c'est surtout le système tampon qui est lié à l'hémoglobine qui est beaucoup plus important, d'autant plus que la quantité de l'hémoglobine, elle est importante, elle est de l'ordre de 150 grammes par litre du sang. Donc, comment intervient ces systèmes tampons dans le sang? Donc, il y a deux façons d'intervenir. Donc, d'abord, grâce au pouvoir de fixation du gaz carbonique sur l'hémoglobine avec formation des dérivés carbaminés. Et vous avez à la fin du diapo, donc au pH du sang d'hémoglobine, et au pH du sang, l'hémoglobine et l'oxyhémoglobine, ils se comportent comme des acides faibles qui peuvent se dissocier. Donc, ils libèrent des ions H+. Alors que ce dérivé carbaminé, donc il est moins acide que ces deux dérivés. C'est-à-dire que les deux dérivés, l'hémoglobine qui fixe les ions H+, ou l'hémoglobine qui est liée à l'oxygène, l'oxyhémoglobine. Le deuxième mécanisme d'intervenir, c'est grâce à la réactivité du groupement hémidazole des résidus histidine qui sont capables de fixer les ions H+. Donc, il reste toujours que ce sont des acides aminés qui ont ce rôle de fixer les ions H+. C'est la même chose ce qu'on avait sur les acides aminés basiques concernant le mécanisme d'action des protéines. Donc, on va voir comment intervient le premier organe, qui est le poumon, dans la défense ou de l'équilibre acido-basique. Donc, justement, le poumon, il peut intervenir grâce à deux types de récepteurs. Donc, il y a les récepteurs centraux et les récepteurs périphériques. Si je dis un récepteur central, c'est qu'il est localisé au niveau du système nerveux central. Ce sont les récepteurs qui sont très sensibles et ils sont situés à la face ventrale du bulbe rachidien et ils baignent dans le LCR, dans le liquide céphalorachidien. Donc, ils sont très sensibles aux variations de la concentration en H+ du LCR, c'est-à-dire du pH, sachant que toute modification du pH plasmatique par augmentation de la concentration en CO2 qui va passer facilement, qui va traverser la barrière ménagée, fait modifier le pH au niveau du LCR qui va être détecté justement par par ces récepteurs centraux qui vont réagir en augmentant le rythme et l'amplitude respiratoire. Donc, ce qui permet d'éliminer le CO2, donc de corriger le pH au niveau plasmatique parce qu'il y a une diminution de la concentration de la pression partielle en CO2. Donc, aussi ce qui va faire corriger le pH du LCR. Donc, il y a le deuxième type des récepteurs, c'est les récepteurs périphériques. Donc, ils sont localisés au niveau périphérique. Ils ont une réponse rapide, mais elle est moins puissante que les récepteurs centraux. Donc, la même chose, ils vont renseigner les centres respiratoires qui vont stimuler la ventilation devant toute hypoxie, c'est-à-dire diminution de la pression partielle en oxygène, hypercapnie, c'est-à-dire l'augmentation de la pression partielle en CO2, et devant toute acidose. Donc, ils sont localisés au niveau du corpuscule aortique et carotidien. Donc, ils sont sensibles aux variations de ces trois paramètres, la pression partielle en oxygène, pression partielle en CO2 et le pH. Enfin, on a le troisième moyen de défense, le deuxième organe, c'est le rein. Cette défense, elle est plus longue à réagir en cas de perturbation, qu'elle va intervenir en troisième position.
mais son action, elle peut durer longtemps et elle est très efficace dans la lutte, aussi bien dans l'acidose que dans l'alcoolose. Le rein, il a une double action. Il peut réabsorber la quasi-totalité des bicarbonates filtrés ou bien excréter ceux-ci en cas de surcharge alcalique. Et il peut aussi éliminer les ions H+, en générant des bicarbonates qui vont être réabsorbés. Donc on va voir le premier mécanisme rénal de lutte ou de défense contre l'équilibre acido-basique, c'est la réabsorption des BICA. Donc la réabsorption des BICA, donc elle se fera au niveau de la cellule tubulaire proximale, c'est-à-dire c'est au niveau de l'unité fonctionnelle du rein, le néphron, précisément au niveau de cette cellule tubulaire proximale, se fait cette réabsorption. Donc cette cellule, elle est très riche en anhydrase carbonique, donc elle va permettre de synthétiser l'acide carbonique à partir du CO2 et de l'eau. Donc cette association va donner l'acide carbonique qui va se dissocier rapidement pour donner des protons H+, et du bicarbonate. Donc le bicarbonate va migrer vers le plasma, alors que les ions H+ vont être sécrétés dans le liquide tubulaire. Et ils vont être échangés contre un ion sodium de l'urine primitif. Dans l'urine, cet ion H+ qui vient d'être sécrété va se combiner avec un bicarbonate qui a été filtré pour former un acide carbonique qui se dissocie immédiatement en CO2 et en eau. Le CO2 va être réabsorbé et à l'intérieur de la cellule, et il va en présence de l'anhydrase carbonique, va participer à la réaction pour donner de l'acide carbonique. Donc, on peut dire qu'un bicarbonate filtré correspond à un bicarbonate réabsorbé. Normalement, il y a plus de 90% des bicarbonates filtrés sont réabsorbés. Mais cette réabsorption, elle dépend surtout de la pression partielle en CO2. Donc, il y a une élévation va entraîner une réabsorption accrue, une élévation de la pression partielle CO2. Inversement, une diminution de cette pression partielle en CO2 va entraîner une diminution de la réabsorption des bicarbonates. Et c'est à ce niveau qu'on assiste aussi à une réabsorption en totalité du potassium filtré. Deuxième mécanisme rénal, c'est l'excrétion des H+. Donc elle se déroule au niveau du tube contourné distal, toujours au niveau de l'unité fonctionnelle du rein, c'est le néphron. Cette cellule rénale elle est aussi riche en anhydrase carbonique, donc elle va éliminer un proton H+, en l'échangeant contre un ion sodium. Le bicarbonate généré va être réabsorbé dans le sang, et la réabsorption du sodium à ce niveau, elle est active, elle est sous un contrôle hormonal, c'est l'aldostérone. Donc il y a excrétion du H+, elle se fait sous forme d'acidité titrable, c'est-à-dire pour maintenir le pH urinaire, et elle se fait sous forme de chlorure d'ammonium, sous forme d'acidité titrable. Ce mécanisme permet l'extraction des ions H+, fixes, c'est-à-dire les acides fixes, qui sont produits par le catabolisme de protéines et des phospholipides, produits dans la cellule. Donc ces ions H+, sécrétés dans la lumière par une pompe H+ ATPase, et les bicarbonates sont réabsorbés. Ces ions H+ sécrétés vont se combiner avec le tampon HPO4 pour former le H2PO4- qui va être excrété comme acidité titrable. Donc ce processus aboutit à une sécrétion nette de ces protons H+ avec une réabsorption des bicarbonates. Donc il y a aussi l'excrétion de H+ sous forme de NH4+. C'est un mécanisme d'excrétion de ces acides fixes. Donc il y a de la NH3 qui est produit dans les cellules rénales à partir de la glutamine. Donc il y a une désamination de la glutamine au niveau de cette cellule rénale pour donner du glutamate et de la NH3+, qui va être sécrété, il va fixer ces acides fixes pour donner du NH4+, qui peut être éliminé au niveau urinaire sous forme de chlorure d'ammonium.